Au programme d'histoire des terminales ES, il y a l'Europe de l'Est de 1945 à 1989. Cette Europe de l'Est en question, il faut d'abord la voir comme ayant été soviétisée, essentiellement pendant la période de 1945 à 1953. Donc notre première approche va être cette soviétisation. Comment se passe-t-elle? Eh bien, ce qu'il faut voir d'abord, c'est que les communistes vont s'installer au pouvoir et vont s'installer très rapidement au pouvoir dans ces différentes régions. Comment cela se fait-il? Eh bien, pour plusieurs raisons. Première raison, en fait, il y a un certain prestige des communistes après la guerre. D'abord parce qu'ils ont été des résistants, c'est ce qu'on appelle les partisans. Et puis ensuite parce qu'ils amènent de nouvelles valeurs, telles que l'égalité, la justice sociale, dans des pays où finalement il y avait une très grande inégalité, une hiérarchie sociale très étendue, où il y avait des nobles propriétaires d'immenses terres alors que les paysans n'en avaient quasiment pas. On comprend que le mot justice sociale et égalité joue un rôle important. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, dès que la guerre est terminée, les communistes sont au pouvoir dans la plupart de ces pays, dès qu'il y a des élections, mais ne sont pas seuls au pouvoir. Ils sont au pouvoir avec essentiellement des socialistes et forment des gouvernements de front national, de coalition. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les communistes vont essayer de garder seuls le pouvoir. Comment s'y prennent-ils? Eh bien, ils ont une tactique qu'on appelle la tactique du salami. En fait, ça a consisté essentiellement à placer des communistes dans les postes importants de l'administration, de l'armée, de la police, de la justice, etc., pour qu'ils soient prêts au moment idéal de la prise de pouvoir. Et puis d'un autre côté, ils ont poussé les partis avec lesquels ils étaient partenaires à s'entre-déchirer, et le résultat a été que relativement facilement, ils ont pris le pouvoir partout, ils se sont installés jusqu'au dernier, c'est-à-dire en Tchécoslovaquie, nous verrons le coup de Prague en 1948. Si l'on regarde la carte qui est là, on s'aperçoit que certains pays étaient déjà communistes dès 1945, parce que tout simplement les élections avaient donné une majorité aux communistes. C'est la Yougoslavie avec le maréchal Tito, c'est ensuite l'Albanie, et c'est très vite la Bulgarie en 1946 et la Roumanie aussi en 1946. Donc dès les premières élections, en fait, ces pays du Sud avaient une majorité communiste. Quant aux autres, c'est-à-dire la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Pologne et la future RDA, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Est, les élections ont donné quand même de la place aux communistes, un tiers en Hongrie, presque la moitié en Tchécoslovaquie, et finalement les 2 tiers en Pologne. Donc on voit que les communistes avaient une place importante. Mais ils ont conquis le pouvoir partout en le gardant pour eux-mêmes, et on est arrivé en 1948 en Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie, c'était un pays un petit peu à part parce que c'était une démocratie libérale, le type de démocratie de l'Europe de l'Ouest. Et en fait, les communistes étaient au pouvoir avec les socialistes, mais voulaient prendre le pouvoir. Or, les socialistes et une partie de la population ont pensé qu'ils seraient soutenus par les États-Unis s'il y avait un problème avec les communistes. En cela, il pensait à la doctrine Truman, où justement, dans son célèbre discours qu'il a présenté, Truman dit que les États-Unis soutiendraient tous les pays qui lutteraient pour leur liberté. Or, visiblement, les communistes sont prêts à prendre le pouvoir, les socialistes démissionnent pensant que de nouvelles élections auraient lieu et que, avec le soutien des États-Unis, ils pourraient reprendre le pouvoir. En fait, il n'y a pas d'élection. Ce sont les communistes qui prennent le pouvoir et qui le gardent, et les États-Unis ne font rien parce qu'ils se rendent compte que Staline ne va pas pouvoir supporter que ce pays ne fasse pas partie de son bloc, étant donné sa position géostratégique.
On voit ici que la Tchécoslovaquie est un véritable couloir entre l'Ouest ici et l'Est, et que, en fait, si ce pays faisait partie du bloc occidental parce que sa politique serait une politique de type libéral, eh bien, avec le moindre problème avec l'Ouest, en fait, c'est un véritable couloir d'invasion. Bon, Truman se rend compte que là, Staline ne peut pas céder, et donc les Américains n'interviendront pas. Et en 1948, donc, tous ces pays deviennent des démocraties populaires, et il ne restera plus que l'Allemagne de l'Est qui, en 1949, après les problèmes qu'il y a eu à Berlin, deviendra à son tour la RDA, c'est-à-dire la démocratie populaire. Donc on voit qu'en fait, en très peu de temps, tous ces pays sont devenus communistes et sont entrés dans ce qu'on a appelé le glacis soviétique, c'est-à-dire en fait une sorte de protection de l'URSS, et donc on est en face là du début de la soviétisation de ces pays, d'autant plus que les communistes, en arrivant au pouvoir, ont commencé par d'abord faire une réforme agraire et de partager les terres à peu près partout. Ça a été un petit peu différent en Pologne, mais aussi ils ont nationalisé les grandes entreprises, les banques, les gros commerces. Donc on arrive dans un type de politique qui va effectivement être celui qui est la démocratie populaire de type soviétique. Nous avons vu la conquête du pouvoir par les partis communistes de 1945 à 1948. Nous allons voir maintenant les modalités de la soviétisation de toute la région. Comment ça s'est passé? Eh bien d'abord, l'URSS a cherché à intégrer tous ces pays pour en faire un véritable bloc. Comment en faire un bloc? Eh bien d'abord en les intégrant à travers le Cominform. Cominform, comme c'est communiste, inform c'est information. En fait, l'idée c'était que tous les pays communistes soient réunis et parlent d'une seule voix quand il s'agissait d'informations de toutes sortes. Et en fait, ce Cominform qui a été lancé par Idanov était lancé en même temps que l'interdiction pour ces différents pays de répondre favorablement au plan Marshall. Vous savez que les États-Unis avaient proposé des dollars aussi bien à l'Europe de l'Ouest du reste qu'à l'Europe de l'Est, mais que ces pays de l'Europe de l'Est, qui auraient bien voulu de ces dollars en question parce qu'ils avaient bien été détruits pendant la guerre, en fait, vont être poussés par l'URSS à refuser. Comme ils refusent ces dollars, ils vont être obligés de s'intégrer au système communiste et au système économique du communisme, puisque en refusant les dollars, ils refusent en même temps le système libéral américain. Or, justement, l'URSS les intègre au système économique soviétique à travers ce que l'on appelle le KM ou le Comecom, qui est un groupement de l'ensemble de ces pays au niveau économique. Et en fait, cela veut dire que ces pays vont perdre leur indépendance économique, qu'ils vont devoir nationaliser totalement, c'est-à-dire collectiviser les terres, les entreprises, etc. Tout ce qui n'avait pas encore été tout à fait le sera. Et puis qu'ensuite, ils doivent mettre en place une planification de type soviétique. Et donc, on entre de plein pied dans l'économie communiste, certes, mais de type soviétique. Et pour vraiment aller au maximum de l'intégration, eh bien, sera créé en 1955 le pacte de Varsovie qui réunit militairement l'ensemble de ces pays et qui répond ainsi au pacte de l'OTAN, le pacte de l'Ouest. Donc, l'ensemble de ces pays est totalement intégré au bloc soviétique. Et en fait, ceci va passer aussi par une espèce de satellisation, en ce sens que l'URSS va imposer la langue russe aussi bien à l'école que dans les administrations. C'est une manière, si vous voulez, de perdre l'identité nationale. Et ça va être très important parce que une partie de ces communistes de l'Europe de l'Est, qui étaient de vrais communistes, qui étaient profondément communistes,
en fait, aurait aimé que ce communisme soit plus national. Et peut-être avec l'exemple de Tito, qui en Yougoslavie avait créé un communisme relativement différent, beaucoup plus proche de l'autogestion. Et en fait, ces communistes, dont la plupart étaient au pouvoir, et qui étaient vraiment des communistes, vont subir ce qu'on va appeler les grandes purges, c'est-à-dire des procès énormes dans lesquels ils seront accusés de collaborer avec l'ennemi, et finalement ils seront condamnés, certains même à mort, et ainsi, c'est ce qu'on va appeler les titistes, ceux qui ressemblent à Tito ou qui veulent quelque chose du même genre que ce qu'a fait Tito en Yougoslavie. Et donc ces titistes vont disparaître et ainsi Staline va imposer la vision soviétique du communisme dans ces pays et de la même manière il va, tout comme en URSS, persécuter ou faire persécuter les églises, qu'elles soient orthodoxes, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient protestantes, de manière à ce que vraiment l'ensemble de l'Europe de l'Est ressemble totalement au système qui est le système stalinien. Après la conquête du pouvoir et la soviétisation, il serait intéressant de voir quel est le modèle exact des démocraties populaires. Évidemment, c'est pour les opposer aux démocraties libérales, qui sont celles du bloc de l'Ouest. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans des démocraties populaires? Eh bien, c'est d'abord qu'il s'agit de pouvoirs autoritaires, en ce sens qu'il n'y a qu'un seul parti, que ce parti est censé représenter absolument toute la population puisque c'est le parti des travailleurs et qu'il n'y a plus que des travailleurs puisqu'il n'y a plus de capitalistes. Et ce parti, donc, gouverne en ce sens que tous les dirigeants doivent obligatoirement être membres de ce parti. Donc un parti unique qui va établir la censure de la presse, par exemple, qui va avoir aussi à sa botte un système policier, puisqu'il va y avoir une police politique dans tous ces pays, la plus célèbre étant la Stasi allemande, mais en fait, ça sera exactement là tout. En Roumanie, ça sera la Securitate, et cette police politique donc espionne absolument tous les citoyens pour vérifier qu'ils sont bien de bons citoyens de type soviétique. Donc, on voit des démocraties qui sont des démocraties avec le terme démocratie, mais qui sont autoritaires. Et puis ensuite, il y a aussi le fait qu'il faut encadrer la jeunesse à travers les jeunesses communistes qui sont obligatoires, et finalement, même encadrement du côté des travailleurs. Or, ces travailleurs sont encadrés par des syndicats, ces syndicats étant en fait toujours dépendants du Parti communiste. Donc, l'ensemble de la population est encadré. Et puis, il y a quand même quelques avancées sociales qu'il faut noter. Première avancée sociale, eh bien, il y a quand même une pauvreté moins grande parce qu'il va y avoir d'une part, avec la réforme agraire, des paysans qui ont des terres, et puis surtout il va y avoir l'industrialisation. Donc en fait, le niveau de vie d'une bonne partie de la population va augmenter. En plus, l'éducation va être généralisée, donc il va y avoir une nouvelle élite qui va être formée dans ces écoles et qui sera en partie, grande partie, favorable au régime. Donc on voit des avancées. Il faut parler aussi de la protection sociale qui évidemment n'existait pas auparavant et donc qui est une grande avancée sociale. Donc vous voyez, en même temps, un régime très autoritaire, un encadrement très fort de la population et de l'autre côté quelques avancées sociales.